3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Di Pidio-Tigier nous accompagne ce soir, DG d'Indosuez Gestion. Bonsoir et bienvenue Delphine. Bonsoir Grégoire. Vincent Genzi, directeur de la stratégie de Cholet-Dupont est avec nous. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner enfin ce soir. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Les taux et les marchés actions pour l'instant montent de concert. Il y a des flux. Le mouvement de reflation est quand même très puissant. On est dans un environnement qui est très favorable aux actifs risqués, notamment aux actions, puisqu'il y a des liquidités. Et en général, en tant qu'investisseur, quand il y a des liquidités, c'est mieux que quand il n'y en a pas, quand elles se retirent. Et puis on a des soutiens partout, un peu unanimes, un peu synchrones. Un peu ce qu'on avait connu avant la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on avait une croissance synchrone partout. Là, on a un soutien budgétaire synchrone partout. Après, on a toujours un peu la chape de plomb du Covid, mais... on parlait beaucoup du monde d'avant, du monde d'après. En fait, maintenant, c'est le monde d'avec. On sait qu'il y aura probablement des variants, des souches. On a des réponses, on a l'expérience. Il y a un fort attrait, à mon avis, pour le placement action qui s'est développé au gré de cette crise. Les réactions des banques centrales ont été quand même assez parfaites dans un univers complètement inconnu. Donc, c'est normal aujourd'hui qu'il y ait un environnement de confiance. Après, bon, moi, en tant qu'investisseur, là, c'est peut-être pas là maintenant que je mettrais 100% de mon portefeuille. On pousse le système un peu loin, là. Non, mais là, il y a à court terme, on voit le CAC qui a énormément rebondi, tous les indices. Bon, c'est peut-être pas là, si j'ai un investissement action à faire, je ne vais pas le faire en une fois maintenant. D'ailleurs, il ne faut jamais faire en une fois ces investissements en action. La situation des taux, on s'est tous quasiment trompés sur la reprise de l'inflation, notamment en Europe. Donc, moi, je l'accueillerais plutôt avec bonne surprise, parce qu'il en faut un peu d'inflation, parce que ça permet aussi de traiter le sujet de la dette, qui est un vieux sujet à répétition, mais comme elle ne vaut pas très cher, ce n'est pas aujourd'hui un vrai risque. Mais il y a quand même un stock de dette qui s'est accumulé partout dans le système. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un gros déséquilibre dans l'économie mondiale aujourd'hui. Donc, on en parlait avant, au début d'un cycle. C'est toujours difficile de dire aux gens, on est en début d'un cycle économique nouveau, créé par le Covid, sur beaucoup de sujets, pas uniquement sur le sujet purement financier, changements comportementaux, changements aussi d'appareils de production. Mais là, c'est un scénario un peu long terme. Tactiquement, à court terme, là, vous l'avez dit, les records, peut-être pas se précipiter dans le mois, puisqu'en plus, on a des publications de résultats, on a encore des choses. Mais c'est vrai que le tableau est assez rose pour peu que, évidemment, tout soit sous contrôle sur le plan du Covid. Mais restons sur l'idée du cycle. Est-ce que c'est les années 20 rugissantes, c'est le thème du moment? Est-ce que la croissance potentielle de demain sera différente de la croissance potentielle d'avant, avec des plans budgétaires, des plans d'infrastructure? Est-ce que c'est vraiment une donne qui change? Les comportements des investisseurs, les thématiques seront différentes aussi? Ou est-ce que très vite, on va, après quelques trimestres un peu fous, revenir sur ce qu'on connaissait prévisionnistes avant la pandémie? N'ont pas modifié la croissance potentielle des grandes zones, plutôt même à baisser. Comme après chaque crise. Comme après chaque crise. Oui, mais là, il y a une crise qui est encore une fois unique. Donc, je ne pense pas que le potentiel tout de suite, on puisse dire qu'il y aura plus de croissance avant. D'abord, il faut se réveiller de ce cauchemar, entre guillemets, et puis après voir comment les économies évoluent. Mais il y a une Chine qui prend de plus en plus d'importance, le monde bouge, la dette, on ne parle plus du tout des sujets de dette souveraine, on ne parle plus du tout de faillite. Si on en parle, il ne nous a pas échappé que le débat du moment, c'est de savoir s'il faut l'annuler ou pas quand même. On en parle tous les jours là. L'annuler, c'est quelque chose qui est en fait assez grave, parce que c'est pas juste on rembourse pas, c'est un défaut. Donc dans le système de confiance des investisseurs, ça serait assez difficile. D'où l'idée justement d'essayer de créer de l'inflation, parce que ça en fait on l'annule de manière indolore. Sans le dire. Mais on n'a pas de crainte sur la faillite d'un État. C'est ça que je veux dire pour l'instant aujourd'hui. C'est est-ce qu'on spolie les créanciers des États? Mais donc aujourd'hui, le tableau est assez rose, mais le potentiel de croissance, il avait été déjà amoindri, notamment en Europe. On n'arrive pas du tout à sortir de la bande de 1,5, 2,5. Et c'est plutôt 1,5, 2 de manière pérenne. Et ça ne permet pas de rembourser les dettes, de financer les systèmes sociaux, de fournir le chômage, le plein emploi. Donc nous, on sait qu'en Europe, on a un déficit de croissance. Et ça se traduit par, in fine, des systèmes politiques sous tension, des agitations sociales, etc. Donc après,
tout n'est pas similaire. En Chine, aux États-Unis, les situations sont différentes. Ouais, bien sûr, mais d'ailleurs, on voit les flux vont vers Plutôt, ces grandes zones-là plus que vers l'Europe. Quand on regarde les flux globaux dans leur... Un bon couple, c'est avec le prix de l'or, pour voir, parce que c'est un peu aussi un indice de la peur, enfin de... Ouais, qui fait plus rien, l'or. Ouais, mais qui ne s'effondre pas non plus. Donc, si on était euphorique, on n'avait plus besoin de protection, on pourrait voir un métal jaune baisser beaucoup. Après, un régime de volatilité du VIX autour de 20, c'est plutôt en moyenne historique ce qu'on doit avoir. Oui, je suis d'accord. Donc on est revenu, et ce qui était dit était très vrai, donc reprise de cycle économique normal. Après, tant qu'il y a ce Covid, parce qu'on dit réouverture des économies, les économies sont ouvertes, il y a des pans des économies qui sont fermés. En Espagne, on peut aller au restaurant, par exemple. Oui, en Italie aussi. Oui. La réouverture complète, j'allais dire, des économies. Mais le régime, tant qu'il y a ce Covid, je pense qu'un régime normal de volatilité, il est un peu supérieur à la moyenne mobile historique. Bon, mais ça veut dire que le marché n'est pas en plein délire, quand même. C'est-à-dire que les investisseurs importants ont conscience des sujets, des problèmes, se couvrent encore contre cette situation. J'ai toujours dit aux clients, quand j'étais gérant et maintenant que je suis conseiller en gestion de patrimoine, c'est bien la volatilité. C'est-à-dire que les actions, les marchés, c'est bien que ça soit volatile parce que ça veut dire que ça monte, ça baisse. Les classes d'actifs qui ne font que monter, soit il y a une carabistouille derrière, soit quand ça baisse, ça va baisser très fort et ça va rester très bas. Donc c'est un ami du gérant ou la volatilité. Bon, il ne faut pas acheter la volatilité, enfin un marché très haut avec une très forte volatilité. La volatilité, c'est quand même bien quand les marchés sont baissiers. Pour l'instant, c'est vrai que moi je disais, là, j'ai pas trop envie de me mettre dans la seringue. En tout cas, à 100% d'un portefeuille que j'aurais décidé de mettre dans les actions. Je pense que des portefeuilles dynamiques actions, ils sont plus autour de 60, 70, parce que on prend la surperf et la perf qu'on a accumulée depuis novembre, qui est exceptionnelle. Et c'est vrai que sur des marchés comme la Chine, les États-Unis, on est déjà à 10, 15. Bon, moi, je fais toujours la petite règle en disant, vous vous rendez compte, si vous annualisez... Ah oui. Et là, tout de suite... mais même sans annualiser, c'est une année déjà très bonne quand on a fait 15%. Faire 15, c'est déjà exceptionnel. Si on nous signait 15 tous les ans, voilà, donc il faut se rendre compte des proportions des choses. Et effectivement, il y a quand même des petites bulles par-ci, par-là. Vous vouliez parler des rachats d'actions. Enfin, moi, je mets ça dans le paquet des opérations financières. Ça va des introductions en bourse, des SPAC, le retour du dividende, les scissions. Dès qu'il y a une boîte qui marche, hop, on la cote. Et puis, ce qui marche pas, on essaye de le camoufler. Je voulais rebondir sur l'ESG parce que c'est vrai que l'Europe a pris une avance très importante. Mais comme souvent en Europe, on traite ça par la norme. Donc, le temps que ça se mette en place, maintenant, il y a une norme. Quand la Chine voudra faire de l'ESG, et on voit déjà des fonds actions chinoises avec des critères, ou les États-Unis, je pense qu'ils iront beaucoup plus vite, et donc on va perdre assez vite l'avantage. Donc c'est eux qui imposeront leurs normes, au final? Non, pas, eux n'imposent. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde anglo-saxon. On passe pas des mois à faire des normes et des textes. On les met dans les statuts des entreprises, et puis après, vous avez des vigies, qui sont les marchés, qui sont les administrateurs indépendants. Nous, la dissociation du rôle de président du conseil d'administration en France, bon, je veux bien qu'on soit très ESG en France, mais on a beaucoup de retard sur beaucoup de sujets par rapport au capitalisme anglo-saxon qui est dupliqué en Chine, avec la chape de plomb communiste. Donc c'était juste pour dire, on a encore un peu d'avance. Mais c'est vrai que on voit la vitesse à laquelle la Chine nous rattrape. On n'a pas vraiment trouvé de vaccin en Europe. Enfin bon, il y a la société franco-autrichienne et puis il y a Pfizer. BioNTech. Oui, mais à l'échelle de ce qu'on dépense en termes de dépenses de santé, c'est pas nous qui avons été quand même très leaders. Et je ne parle même pas de la France. Puisque il y a la société nantaise, mais en gros, donc on est quand même un peu en retard. Valneva, c'est le vaccin de Valneva et pas celui de Sanofi. Voilà, c'est un peu. C'est vrai que on a cet avantage en Europe, et puis on a surtout en Europe encore. Quand on parle des indices européens, il faut regarder, il y a des valeurs européennes mondiales. Donc c'est pas parce qu'elles sont cotées en France, en Italie. Lire l'Europe à travers la seule performance des indices ou des grands indices. Ou de l'analyse du PIB, parce que je pense que le PIB européen, Bernard Arnault, il n'est pas arrivé dessus, parce que c'est pas celui qui lui donne le plus. Donc après, sur les opérations, alors, fin d'année dernière, record historique d'IPO. 2020. Grâce au SPAC. Oui, mais en grande partie quand même. Aux grosses valeurs tech dans le monde. Oui. Année record en termes de vente par les dirigeants d'actions propres.
Ce qui est quand même aussi quelque chose qui est assez symbolique, évidemment. Pardon ? C'est très contrariant. C'est assez contrariant, mais d'un autre côté, quand les marchés ont beaucoup monté, c'est pas non plus, on peut pas leur interdire. Et puis sur le sujet, les scissions, ça marche toujours mieux que les fusions. Ça, c'est la grande règle, puisqu'en fait, on sépare des actifs et donc on focalise normalement un management sur une activité, donc il est toujours meilleur. Alors, les deux ne forcément marchent pas, mais historiquement, quand on fait la somme des capis boursières de valeurs cédées, c'est supérieur à l'avant-scission. Et quand on fait le même exercice avec les fusions, c'est plutôt l'inverse. Universal Music Group vaut minimum 30 milliards. C'était la valo de Vivendi avant la hausse historique d'hier. Donc c'est un bon exemple. Technip Énergie, on revient à la situation où le deal d'acquisition était une énorme erreur, déjà. Donc on corrige maladroitement quelque chose. Mais c'est vrai que ces opérations montrent que d'abord, les marchés sont bons, on fait des opérations. Alors, les IPO, on a eu le réseau concurrent de TikTok dont on avait parlé. Oui, j'ai vu, j'ai plus en tête, mais effectivement. Et puis, on a eu Bumble aux États-Unis, on a HRS en France. Et puis, moi, je me souviens d'une IPO. C'est un signe de bonne santé, vous dites. À ce stade-là, vous n'y voyez pas de frénésie. C'est sûr qu'on ne va pas en bourse quand les valos sont au tapis. Hein. Donc, voilà. Donc, les valos sont généreuses et il y a de la demande. Donc, le marché fonctionne comme le marché immobilier. Hein. Il y a une offre, une demande et la fixation d'un prix. Mais je voudrais revenir sur une IPO qui était un petit peu solitaire, la Française des Jeux, qui est quand même sortie à une période très différente de maintenant. Novembre 2019. L'investisseur qui aurait plutôt acheté une action FDG que jouer à l'euro-million ou gratter, un jeu à grattage, il a fait x2 en 3 ans. Donc c'est vrai que la bourse donne quand même des possibilités, et on en discutait avant l'émission, notamment les jeunes peuvent investir dans des entreprises où ils se reconnaissent. Parce que c'est vrai que je ne sais pas si un jeune était très motivé par investir dans la Compagnie Générale d'Électricité il y a plusieurs décennies. Là, vous avez énormément d'entreprises nouvelles, avec des niveaux de valorisation qu'on connaît, mais la situation des taux, comme c'était dit, favorise des valorisations élevées. Mais je trouve que c'était un signe de bonne santé, mais c'est aussi un signe de valorisation généreuse. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Delphine Di Pizzo-Tigé, DG d'Indosuez Gestion, Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne, et Vincent Genzi, directeur de la stratégie de Cholet Dupont.